comprendre le mécanisme, nous avons de nouveau avec nous notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, donc cette proposition de moratoire de la BRH est venue un peu soudainement. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, rapidement, il faut dire que la BRH, c'est dans l'esprit de stimuler l'économie qu'ils ont proposé que les banques comme de la place et les institutions financières engagées dans la créance ou dans l'émission de créance consentent de recevoir pendant une période de 6 mois seulement les intérêts sur les créances et pendant cette période de permettre aux débiteurs d'améliorer le cash flow du méditeur. Donc, et ceci est similaire au programme qui est appliqué, par exemple, aux États-Unis où il y a des stimulations de l'économie qui se font à travers des dons qui sont octroyés directement aux citoyens. Ça se fait également en France et ça se fait dans d'autres pays. Mais la différence entre ce qui se fait ici et ce qui a eu lieu ailleurs, ou qui a été fait ailleurs, c'est que chez nous, ce sont les banques qui vont subventionner, c'est pas l'État. Alors qu'ailleurs, c'est l'État qui a subventionné. Oui, avec la différence quand même qu'aux États-Unis, comme en France et ailleurs, l'État a donné de l'argent aux citoyens. À tous les citoyens. Absolument. Tandis que dans le cas de ce moratoire, on a simplement diminué le montant des remboursements du citoyen, ce qui a donc par la même occasion augmenté son pouvoir d'achat. C'est aussi discriminatoire parce qu'il n'y a que deux types de débiteurs à en bénéficier. Ce sont les débiteurs hypothécaires et aussi les dettes commerciaux. Les prêts commerciaux, oui. Donc, c'est vraiment... Bon, c'est quand même la majorité des prêts, non? Bon, écoutez, lorsque vous voulez donner une simulation, il faut vraiment penser à la population qui consomme. Totalité de la population. Parce qu'en fait... ça, c'est réservé à une petite élite, disons. Bon, parce que pour faire fonctionner une économie, il faut une consommation. En fait, le secteur de l'activité de la consommation dans une économie joue un rôle assez important dans l'avancement de l'économie. C'est pourquoi, par exemple, vous m'avez déjà entendu, je suis toujours pour... Je ne suis pas un fanatique du salaire minimum, parce que je pense que le salaire minimum ne crée pas les consommateurs. Et pour faire croître une économie, il vous faut de la consommation, il faut que les gens soient bien payés pour que les gens puissent consommer. D'accord, d'accord. Bon, donc si je comprends bien, ce moratoire aura pour effet de laisser un peu plus de cash flow dans la poche des différents débiteurs qui pourront en bénéficier. Mais vous dites qu'il aurait fallu que toute la population puisse en profiter. Est-ce que la BRH aurait dans son actif un moyen justement de toucher un plus grand nombre, pour ne pas dire la totalité de la population? La BRH peut ne pas disposer de moyens, mais la BRH dispose d'atouts, d'outils de gestion monétaire. Et de ces outils de gestion monétaire, vous avez le discount rate, le taux directeur. Parce que c'est à partir du taux directeur que tous les autres taux sont établis. Donc, que ce soit les taux pour l'hypothèque, les prêts commerciaux, prêts individuels, etc. Maintenant, la BRH aurait pu réduire le taux directeur et permettre à ce que les banques puissent eux-mêmes répercuter sur et réduire les taux d'intérêt qui sont à travers le système. Donc, toutes les créances auraient été octroyées avec un taux d'intérêt minime. Et maintenant, un taux d'intérêt réduit vous donnerait l'effet d'augmenter le cash flow de tout le monde. Voilà. Ça, c'est une première chose que la BRH aurait pu faire. Eh bien, souhaitons que la BRH nous écoute et qu'elle applique la deuxième chose, c'était le coefficient des reserve requirement. Oui, les réserves obligatoires. Les réserves, merci. OK, maintenant, aujourd'hui, à la Banque centrale, à la BRH, sur les dépôts en good, le reserve requirement, les réserves obligatoires, je crois, c'est entre 35 et 45 %. Ce qui veut dire que toutes les banques qui reçoivent de l'argent en gourde doivent déposer entre 35 et 45 % de ce capital à la Banque centrale
En guise de réserve. Pour garantir les dépôts. Maintenant, et pour le dollar, pour les comptes en dollars, ils doivent déposer 50%. 50%. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les banques en général en Haïti reçoivent les dépôts. Par exemple, le gars qui reçoit $1,000 de dépôt, il a l'obligation de payer des intérêts sur les $1,000. Mais il n'a pas accès à ces $1,000. Il n'a qu'accès qu'à 500. Il n'a qu'accès que du portion qui n'est pas obligé de verser pour the reserve requirement. Et pour des dollars, c'est 50%. C'est ça. Maintenant, en général, dans l'économie, les gens se plaignent des banques. Pensant que les banques disposent de tout l'épargne pour émettre des crédits, alors que vraiment le crédit est totalement indépendant des épargnes. C'est de la monnaie fiduciaire, scriptural money. Donc les banques créent le crédit, créent l'argent en émettant les crédits. Donc, les gens vraiment doivent faire très attention de ne pas blâmer les banques, parce que la moitié des fonds que les gens déposent sont versés à la banque. Maintenant, je dirais que l'APB, par exemple, aurait dû se mettre debout contre cette mesure. APB, Association des professionnels des banques. Et proposer autre chose à la Banque centrale. Vous comprenez? C'est pas à la Banque centrale de dire aux banques comment gérer, comment octroyer et comment gérer les actifs de la banque. Parce qu'une fois qu'une hypothèque est émise, une fois qu'une dette est contractée, c'est au détenteur de l'instrument financier de savoir comment il va gérer ça. Ouais? Mais la banque peut proposer. Hein? Mais si vous proposez, vous devez aussi fournir le processus et les guidelines qui accompagnent la proposition. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des conversations avec divers banques, des officiers de crédit dans les banques. Chaque banque a sa procédure. Donc, ce n'est pas uniforme. Donc, oui, d'ailleurs, une fois qu'on a lu ce moratoire, je prends mon cas, je suis créancier d'une banque, enfin débiteur plutôt d'une banque, j'ai un prêt qui est courant, mais nulle part il est dit quelles sont les démarches que je dois entreprendre pour bénéficier de ces 6 mois Donc vous prenez un avis, il faut donner également les mesures d'accompagnement. Ben oui, bien sûr. Les procédures d'accompagnement. Donc c'est vraiment, bon, je ne dirais pas de l'amateurisme, ouais, c'est vraiment trop loin, mais je pense qu'ils auraient dû réfléchir à ça. Oui, donc... Ou peut-être s'asseoir avec l'ensemble des grandes banques de ce pays et arriver avec un projet commun. Oui, bon, peut-être que les banques pourraient se fédérer et établir une marche à suivre qui pourrait être consistant. Que tout le monde fasse la même chose. Et ceci aiderait la Banque centrale à mieux appréhender son avis, parce qu'il y a moyen maintenant de contrôler ce qui se fait dans le système à travers cette fédération des banques. Donc l'APB pourrait jouer ce rôle. Très bien, magnifique. Maintenant, bon, eh bien, il y a une chose aussi, c'est que les officiers de crédit avec lesquels j'ai eu la chance de parler, ils ne comprennent pas ce moratorium. Ils ne comprennent pas ou on ne leur a pas expliqué. Bon, donc c'est là où je veux en venir. Les banques ont une obligation de prendre le moratorium et de l'expliquer aux officiers de crédit. Bien sûr. Par exemple, les gens, ils ne se rendent pas compte que lorsque les intérêts seulement sont payés sur la dette automatiquement est convertie d'une dette qui s'amortit, principal et intérêt tous les mois, en une dette sur laquelle seulement les intérêts sont payés. Oui. Et si seulement les intérêts sont payés, la balance due au moment où les intérêts sont payés reste constante. Donc la part du capital. La part du capital. Donc il n'y a pas d'amortisation. Donc parce que le montant du capital qui n'a pas été payé, en fait, prolongera la dette, si une dette de 36 mois, donc les 6 mois de break qui a bénéficié le débiteur, sera additionné, donc ça te ferait maintenant 42 mois de crédit. Voilà. Donc tout ceci a besoin d'être expliqué aux officiers de crédit, parce que les officiers de crédit vont dire carrément à la clientèle qui vient à eux pour en bénéficier de ce moratorium, carrément que c'est de ne pas faire.
C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais j'ai l'impression, maintenant je comprends la chose. Quand j'en ai parlé à mon officier de crédit, mon contact à la banque où j'ai mon prêt commercial, il m'a dit « Ah, monsieur Klein, pas ta conseiller, au fait. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que pendant 6 mois, vous allez avoir un peu plus de cash flow, mais au moment où vous allez recommencer à payer, les mensualités vont augmenter. » Donc j'imagine qu'il m'a dit ça parce que dans son esprit, ça resterait toujours sur les 36 mois. Mais aussi que les banques allaient additionner le principal qui n'a pas été payé au principal dû. Exactement. Donc, alors que là, ce qui se passe, c'est l'allongement de la durée du prêt. C'est ça. Voilà. Donc les banques maintenant, les choses deviennent plus claires. Oui, les banques ont vraiment besoin de faire mieux. Méritent quelques clarifications. Absolument. Bon, absolument. Eh bien, et William Savary, bon, comme d'habitude, à chaque fois, la même question, comment se porte la bourse? La bourse se porte à merveille et surtout ces derniers jours, nous avons de nouvelles intéressantes parce qu'il y a aux États-Unis le stimulus package qui vient d'être approuvé au niveau du Sénat pour $1 trillion. Il y a l'autre package qui pour les dépenses et augmenter les dépenses et réinjecter dans le système de 3,5 trillions de dollars. Il ne faut pas oublier qu'au début, à l'arrivée de M. Biden, il avait déjà reçu des avants, 1,9 de stimulus. Pour le Covid, pour la lutte contre le Covid. Entre tout ça, dans l'agrégat, ça vous fait 6 milliards de dollars. Alors 6 trillions, pas milliards. 6 trillions de dollars qui sera injecté dans l'économie pour stimuler l'économie. Maintenant, vu que ceci cible les infrastructures, il y a certains titres qui vont en bénéficier, par exemple les titres qui sont engagés dans la production du fer. Donc vous avez US Steel qui se négocie aujourd'hui à 27, 28 dollars, je crois. Okay. Vous avez Steel Dynamic qui se négocie à 72. Tout ce qui est acier. Tout ce qui est acier. Maintenant, il y a aussi des fonds qui seront investis dans l'énergie alternative. Donc, les entreprises qui sont engagées dedans, ce sont des entreprises qui sont en train de transiter de l'hydrocarbure pour le transport à l'énergie électrique, d'où Ford. Les constructeurs de voitures. Donc, Ford aujourd'hui se négocie à $13,25. Il y a General Motors qui se négocie à 57,65, je crois. Et il y a Tesla, qui se négocie au-delà de $700. Donc, vous avez aussi la section de l'Artificial Intelligence. Intelligence artificielle. Vous avez, par exemple, un titre comme Google, qui se négocie entre 2300. Il y a les titres de Apple, qui est très fort en Artificial Intelligence, qui se négocie à 139, 140. Le titre de Microsoft, bien sûr, se négocie entre 230, 240. Donc, il y a ce qu'on appelle le Horsemen. Donc, Google, Microsoft, Facebook et Apple. Donc, ce sont les 4 grands qui sont à l'avant-garde de l'intelligence artificielle aux États-Unis et qui vont en bénéficier énormément de cette... Il ne faut pas oublier Amazon. Et Amazon, évidemment. Bon, eh bien, parfait. Merci William, merci de cet éclairage sur le moratoire, merci des bonnes nouvelles qui viennent de la bourse, et puis à très bientôt. Merci Serge. Voilà.